C'est un réel plaisir de vous retrouver au rendez-vous de cette session de l'information. Madame, Messieurs, vous suivrez dans ce journal les résultats des analyses issues des prélèvements sur le lac Toho à Atiémé afin de faire la lumière sur le drame halieutique qui a frappé cette région du pays. Une conférence de presse a été animée à ce propos. Vous en saurez davantage dans ce journal. Depuis le 23 mai 2018, la Nouvelle Tribune n'a plus droit de paraître. C'est une décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC. Vous suivrez dans cette édition les explications de Vincent Folly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Le Brésil subit les conséquences d'une grève lancée par des routiers. Il souffre de la pénurie d'essence et de produits frais. Du coup, les rares stations encore approvisionnées sont prises d'assaut à Rio de Janeiro. C'est tout pour le sommet de ce journal. Bienvenue. Ce drame halieutique fait couler beaucoup d'encre et de salive suite à plusieurs milliers de poissons retrouvés sans vie sur le lac Toho à Atiémé. Les membres du gouvernement se sont donc rendus sur les lieux et des prélèvements ont été effectués pour connaître les vraies raisons de ce drame. À cet effet, la direction du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments a animé ce mardi un point de presse pour présenter les résultats des analyses effectuées. Suivez plutôt. Il convient d'observer qu'aucune des matrices, c'est-à-dire eau, poisson, sédiments, ne contient les 4 grandes familles de pesticides. Comme je l'ai dit tantôt, là c'était négatif partout. Donc, ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides, comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est les pesticides qui sont souvent la cause. Alors, on a retrouvé 2 familles importantes de médicaments vétérinaires. Tout à l'heure, il y a les tétracyclines et les sulfamides, alors, qui ont été décelés dans la chair des poissons, mais non dans l'eau et les sédiments. Donc, on en a eu dans la chair des poissons, mais on n'en a pas trouvé dans l'eau du lac, ni dans les sédiments. Alors, ces cas positifs sont dus au fait que lorsqu'on faisait les prélèvements, on a fait les prélèvements à la fois dans l'eau du lac et dans les bassins environnants. Donc, dans les bassins environnants, c'est des bassins où les gens faisaient de l'élevage, où certainement ils ont utilisé ces médicaments vétérinaires pour mieux maîtriser, disons, l'environnement, pour permettre, disons, aux poissons de croître quand même dans un environnement sain. Donc, c'est ça qui explique en réalité la présence des médicaments vétérinaires que nous avons eus. Donc, je précise que ce n'est pas dans l'eau, ce n'est pas dans les poissons du lac qu'on a eu ces traces de médicaments vétérinaires. C'est dans les poissons qui se trouvent dans les bassins environnants du lac où les gens faisaient de l'élevage de poissons. Une première chose, c'est on peut d'abord se focaliser sur une cause endogène. Et parmi les causes endogènes, on peut soit, c'est des phénomènes bien connus, on sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la Lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone, probablement, où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Lorsqu'il y a remontée peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, quand il y a contact, il peut y avoir apport de composés et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de sous terre est souvent en très forte concentration et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. Ce qui serait possible de faire, c'est de mettre en place une équipe pluridisciplinaire composée de toxicologues, de géologues. Il nous faut des géologues à ce niveau aussi. Également des météorologues ici pour nous aider parce que il faut, dans ces conditions, il faut une équipe vraiment avec plusieurs compétences.
aller sur le terrain, faire les travaux ensemble, afin de pouvoir associer les interprétations et trouver une cause probable, une cause certaine à ce phénomène qui vient de se passer. Il sera aussi intéressant, au regard du phénomène qui vient de se passer, de mettre l'axe sur surveillance. Un nouveau code pénal est en étude au Parlement béninois. Les députés mènent des réflexions sur le contenu du test final proposé par la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Ce test en question a été préparé et relu par différentes législatures. On écoute Ordel Aladati, le premier rapporteur de la Commission des lois sur l'actuelle mouture du projet de loi portant code pénal. Mouture, vous l'entendrez, dépouillé de peines dont l'application est contraire à la Constitution. Code de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Objet projet de loi portant code pénal. Saisi par le président de l'Assemblée nationale, le projet de loi portant code pénal, les députés membres de la Commission des lois de l'administration des droits de l'homme, les 5e, 6e et 7e législatures se sont successivement réunis pour l'étudier. À tous ces travaux, le gouvernement a été constamment représenté par les ministres chargés de la justice et de l'administration, accompagnés de leurs cadres. On a prévu certaines contraventions telles que celles contre la sûreté et la tranquillité publique, celle contre l'hygiène et la santé publique, celle de voirie et de circulation, celle qui cause des dommages aux personnes, aux animaux, à la propriété privée. Somme toute, il est à souligner que le texte final est dépouillé des peines dont l'application est contraire à la Constitution et aux engagements internationaux de l'État. C'est ainsi que les peines de travaux forcés sont remplacées par la réclusion criminelle, perpétuelle ou à temps. La peine de mort est totalement exclue du texte. Dans la même veine, certaines infractions ont été également supprimées. Il s'agit par exemple de celles qui condamnent essentiellement la pauvreté comme le délit de la mendicité. Il s'agit également de l'adultère dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Discussion et amendement. En raison du caractère technique du projet de loi en étude, la Commission a constamment associé à cette travaux un groupe d'experts constitué d'avocats, de magistrats et d'officiers de police judiciaire. Les observations faites par ces experts ont été dans la mesure du possible prises en compte par la Commission. Par ailleurs, pour mieux s'approprier le contenu du projet de loi, ayant suivi de nombreuses actualisations, un séminaire d'appropriation a été organisé à l'endroit de tous les députés le 3 août 2017 à Brazzaville. À la suite de ce séminaire, les travaux en commission ont été organisés. Durant ces travaux, les commissaires ont soulevé plusieurs préoccupations parmi celles-ci figurent la philosophie générale du code en étude, la cohérence de l'échelle des peines, la nécessité d'actualiser les incriminations prévues dans le texte en tenant compte des dernières lois adoptées à l'Assemblée nationale, les difficultés relatives à la détermination de la preuve de certaines infractions telles que la sorcellerie, le charlatanisme ou la perturbation de la pluviométrie. L'intérêt de certaines options faites dans le texte comme la dépénalisation de l'adultère ou de la mendicité. La pertinence de l'opérationnalisation des peines alternatives aux peines d'emprisonnement. Répondant aux préoccupations des députés, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de l'Administration a répondu que la philosophie du gouvernement, c'est de doter le Bénin d'un code pénal matériel et non d'un code pénal fort. Place à l'intervention du ministre de la Justice, toujours sur le projet de loi portant code pénal en République du Bénin. On entendra également quelques députés. Tous parlent de l'importance du dit document. Pour mieux répondre aux dimensions nouvelles du phénomène criminel, l'Assemblée nationale aura surmonté l'un des défis majeurs de cette législature, le projet de code pénal qui a été introduit depuis une vingtaine d'années. Les solutions nouvelles qui sont introduites sont attendues, notamment au niveau des dispositions, en ce qui concerne les dispositions générales relatives, bien entendu, à la responsabilité, relatives à la personnalisation de la peine, mais également les dispositions du livre 2 qui ont permis de poser les incriminations telles que le terrorisme
sur lequel notre législation n'avait pas de réponse positive. Le gouvernement est attentif aux préoccupations que les députés soulèvent. Le gouvernement s'engage à assurer une bonne diffusion du texte s'il est adopté. Je voudrais aussi, à mon tour, féliciter la Commission et surtout le gouvernement, parce que c'est un texte que nous avons connu déjà à la 5e législature. Et pouvoir étudier véritablement et adopter ce texte serait un grand exploit parce que il viendra combler un grand vide. Dans une position antérieure, j'ai eu à me retrouver confronté aux vieux textes qui existaient parce que nombreux étaient les crimes pour lesquels on était impuissant parce que les textes pour les réprimer n'existaient pas. Imaginez-vous, Monsieur le Président, que lorsque vous saisissiez, lorsqu'on prend, vous êtes avocat, c'est sûr, vous le savez, lorsque vous arrêtez les délinquants, ils sont en position des armes, ou alors lorsque dans les recherches, les forces de l'ordre découvrent au domicile de quelqu'un des armes, on a du mal à lui faire payer ce taxe. On a du mal à faire appliquer un texte qui réprimande véritablement. À cela, il faut ajouter d'autres crimes, et compte tenu, n'est-ce pas, du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Je pense que pouvoir doter notre pays d'un texte comme celui-ci est un pas très positif. J'ai bien envie de revenir là-dessus. Vous savez, nous sommes dans un contexte international où c'est la globalisation, parfois le conformisme. Nous avons accepté la peine de mort au Bénin. J'aimerais revenir là-dessus. Et quand nous regardons notre pays bien, ce que nous sommes, notre sociologie, notre manière de voir, aller même au fond de notre anthropologie, c'est très facile pour le Béninois de dire, ou bien l'homme noir, je préfère souffrir que mourir. Pour le noir, la mort c'est extrême. Le noir tellement de mourir, tellement pour mourir que quand il sait que ça là, sinon fait un meurt, il a peur. Je vous l'annonçais en titre, après la suppression de son journal La Nouvelle Tribune le 23 mai dernier par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour propos injurieux envers le chef de l'État, Vincent Folly, le directeur de publication, s'explique. Il parle de la nature des écrits, de la procédure et du contenu du recours gracieux qu'il a adressé à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Suivez. Non, je ne peux pas me reconnaître dans ces accusations. Si on veut accuser quelqu'un de quelque chose, il faut au moins l'écouter. On a constaté ce qu'ils appellent un certain nombre d'articles tendant à attentatoire à la vie privée du chef de l'État. J'ai cherché dans ces articles, je ne vois pas en quoi nous avons parlé de la vie privée du chef de l'État. On a cité 9 articles au total. Le monsieur a écrit plus de 20 articles. Pourquoi on n'oppose même pas mes articles? Ce ne sont pas mes articles, les articles écrits par mes journalistes qui sont incriminés. On a pris les opinions du professeur. On en cite seulement 9. Mais ce qu'on a cité, c'est des extraits. Est-ce que lorsque le texte, un extrait est sorti, un passage est sorti d'un texte, sans le mettre dans son contexte, est-ce que nous avons le sens du texte? Parce qu'on me dit que le champ lexical, c'est quoi le champ lexical? Moi, je suis professeur de lettres. J'ai fait les lettres anglaises et françaises. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots que vous utilisez. Que fait-on du champ sémantique? C'est-à-dire, tous les mots forment un sens. Je publie parce que c'est un universitaire. Un universitaire, ce n'est pas un journaliste. Un politicien n'est pas un journaliste. Leur langage est autre. Mais je fais beaucoup attention parce que je suis responsable de ce qui est écrit. On oublie de dire que l'ensemble des textes,
C'est simplement les écrits d'opinion que je dénonce la procédure, la mesure conservatoire. Au nom de quoi on va prendre une mesure conservatoire contre un journal? J'ai dit que cette mesure ne s'applique qu'à la presse audiovisuelle. Et si on lit l'article 55 de la loi organique, on se rend compte que ça ne nous concerne pas. Même si on doit me l'appliquer, il faut le faire pour ce qui se passe l'instant présent. Un journal est sorti où j'injurie des gens. On me convoque au tribunal parce que l'injure fait partie des crimes punis par la correctionnelle. On ne m'a pas fait. Et on me convoque au tribunal où j'ai la possibilité de me défendre. Mais il faut le principe du contradictoire. Il faut qu'on me donne l'occasion de m'exprimer. Mais je vais vendre cher la peau parce que je fais ce journal depuis 17 ans. Et je le fais. Je n'ai jamais été condamné par le tribunal. J'ai eu affaire à des procès que j'ai toujours gagnés. On m'a dit, dans l'ensemble des procédures à suivre, pour se faire entendre, il y a d'abord le recours gracieux. Le thème semble un peu dévalorisant. Je l'ai utilisé à mon corps défendant. Nous avons simplement aligné l'ensemble des griefs que nous avons contre la RAC. Nous avons dit défaut de base légale à leur chose. Et nous avons développé. Nous avons parlé de la mauvaise application de la loi et le fait de l'inopposabilité à mon organe de la non-application des dispositions du cause. On ne peut pas. Il y a une seule phrase que mes avocats m'ont demandé de mettre, à savoir que nous ne passons pas à l'entremise du chef du président de la RAC pour présenter les excuses au chef de l'État s'il se sentait blessé. Mais nous savons que nous n'avons pas blessé le chef de l'État. Au registre environnement de ce journal, nous parlons de la dégradation de la voie passant par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Malheureusement, malgré l'état défectueux de ce tronçon très fréquenté, aucune action n'est notée de la part des autorités compétentes pour sa réfection. Circuler alors sur ce tronçon en ce temps de saison pluvieuse est encore difficile. Antoinette Sagbo et Fiak Voitan sont allés faire le constat. Suivez. Sur ces images, vous voyez les difficultés auxquelles sont confrontés les conducteurs de motos comme de véhicules qui empruntent la voie passant devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Auparavant bitumée, cette voie a connu une dégradation avancée constituée de crevasses et pire, des flaques d'eau en saison pluvieuse qui empêchent la libre circulation. Ces usagers de la route sont obligés de circuler en prenant des contournements pour éviter que leurs moyens roulants ne soient endommagés. Une situation qui ne semble préoccuper les autorités gouvernementales. Il faut noter que CETAS, c'est d'accès pour plusieurs ministères des entreprises publiques et privées tels que le ministère des Finances, du Plan, des Affaires étrangères, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, et d'autres. Malgré le son d'alerte des usagers de la route, ce tronçon serait abandonné à son sort. Et l'on se demande à quand les travaux pour réhabiliter cette infrastructure. En attendant le démarrage de ces travaux, les usagers se contentent du calvaire de cette voie située au cœur de Bellevilla. Actualité en dehors du Bénin, Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession au Mali. Le président malien a annoncé ce 28 mai à la télévision publique sa candidature à la présidentielle du 29 juillet prochain, mettant fin à un long suspense. Ses priorités, la sécurisation du territoire national, la restauration de la paix, entre autres. On l'écoute. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé. Mais les différents extrémismes doivent impérativement être défaits, car il en va du destin même de notre pays. Les résultats obtenus, grâce notamment à l'opérationnalisation du G5 Sahel, créent une dynamique positive qui sera renforcée avec l'aide de nos partenaires. Aucune ambition personnelle ne m'habite. Aucune volonté de durée ne m'anime. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali. En ces heures
où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Voilà pourquoi je vous demande de me renouveler votre confiance. Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. Il faut dire que l'annonce de la candidature d'Ibeka à la prochaine présidentielle malienne a d'abord été faite sur le compte Twitter officiel de la présidence. Il aura comme adversaire une quinzaine de candidats dont Soumaïla Cissé est chef de l'Union pour la République et la démocratie, battu au second tour en 2013 par Ibeka et Moussa Mara, ancien premier ministre du président sortant. Mali, encore, un Malien réagit au sort de Mamoudou Gassama. C'est le Malien bientôt naturalisé français pour avoir sauvé samedi un enfant en escaladant un immeuble de 5 étages du 18e arrondissement de Paris. Ousmane Diarra exprime sa fierté au sujet de l'acte héroïque posé par son compatriote. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes vraiment très fiers de notre compatriote Mamoudou Gassama, qui est l'un des personnes qui a sauvé aussi la vie des Français en France. Il n'est pas la seule personne. On a vu le cas de Lassana. Et puis aujourd'hui, on voit Mamoudou aussi. On ne souhaite pas encore des drames, mais il faut savoir que la France pourrait savoir que et mieux comprendre que le Mali, les Maliens sont à côté des Français dans toutes les circonstances. Il ne faut pas attendre de sauver un Français pour être naturalisé français. Donc ça c'est vraiment terrible. Leur politique négative, il doit y avoir le changement. Le changement, pourquoi? Il verra que les Maliens ou les non-Maliens, les subsahariens qui se trouvent quand même dans les territoires européens ou français, on a montré la bonne volonté. Beaucoup de jeunes africains, maliens, qui se trouvent aujourd'hui en France dans des situations très difficiles. Ils sont en France plus de 10-15 ans. Ils demandent la régularisation de leurs documents pour avoir même les 4 séjours. Ils ne parviennent pas à trouver le document de séjour. Alors donc Mamoudou a eu la chance. Au bout de quelques mois, il a sauvé la vie d'un Français. Il sera français lui-même. Les acteurs du conflit libyen sont réunis à l'Élysée. Le président français tient avec eux une rencontre pour trouver une solution au problème libyen et 7 ans après la chute de Kadhafi. La rencontre élargie intervient 10 mois après une première à laquelle participaient Fayez al-Serraj et Khalifa Haftar. Le Brésil subit les conséquences d'une grève lancée par des routiers. Je vous l'annonçais en titre. Il souffre de la pénurie d'essence et de produits frais. Du coup, les rares stations encore approvisionnées sont prises d'assaut à Rio de Janeiro. Le président Temer disait lundi avoir l'absolue conviction que la grève touche à sa fin. Mesdames, Messieurs, et c'est aussi la fin de cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.